Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Tout s'emballe. L'Algérie flambe, Paris vacille, et l'histoire s'invite sans frapper. Le 29 mai 1958, après 2 semaines d'une crise qui a failli emporter la République, après un putsch étouffé à Alger, le président René Coty fait appel au seul homme que la France écoute encore, le général de Gaulle. Senghor, lui, se tient à l'écart. Il se méfie. Lui et Mamadou Dia refusent de voter l'investiture. Trop de souvenirs pèsent, trop de méfiance envers cet ancien chef du RPF. À Paris pourtant, il tente encore. Il multiplie les rencontres avec De Gaulle. Mais De Gaulle n'écoute que d'une oreille. Il penche vers Houphouët-Boigny, qui demande que chaque territoire traite directement avec la France. Puis vient le rendez-vous décisif. Le 25 juillet 1958, sous le ciel étouffant de Cotonou, s'ouvre le congrès constitutif du PRA, parti du regroupement africain. 350 délégués venus de 12 territoires se rassemblent dans la capitale du Dahomey. L'indépendance, elle est là, sur toutes les lèvres. Elle s'impose comme une évidence, comme une ivresse. Et pourtant, un homme ose la remettre en cause. Cet homme, c'est Senghor. Il monte à la tribune et il lâche. Il est temps de dégonfler les ballons rouges. L'indépendance n'est pas une charte qui s'octroie. Ce n'est pas une catégorie juridique. C'est une victoire qui s'arrache moins sur les autres que sur soi-même, moins par les armes que par les larmes de sueur, par la discipline et le travail. Il exhorte à l'unité comme préalable à toute indépendance, sans quoi celle-ci ne serait qu'un leurre. Il parle de prudence, de méthode, de maturité, mais déjà les regards se durcissent. Le Congrès n'est pas venu pour entendre cela. Les orateurs défilent à la tribune comme à l'échafaud. Pendant 3 jours, l'impatience tonne. Senghor est cerné. Ni ses adversaires, ni ses propres amis ne l'écoutent plus. Il n'est plus qu'un homme seul. Et pourtant, il tient. Il retourne à la tribune, reprend son souffle et avertit. Faisons un stage d'autonomie. Préparons notre indépendance en résolvant nos contradictions internes. La métropole aura beau jeu de torpiller ces jeunes indépendances isolées. Ce sera la communauté du pot de fer et des pots de terre. À réclamer l'indépendance immédiate, nous risquons de nous retrouver seuls et faibles. Mais rien n'y fait. Le Congrès a déjà tranché. Dans sa résolution finale, le PRA adopte le mot d'ordre d'indépendance. Senghor, fidèle à la démocratie, s'y rallie. Mais au fond, il sait, il a perdu. Le 29 juillet à Paris, il rejoint la première réunion du comité consultatif constitutionnel. On lui tend un texte, le fameux cahier rouge. Il le lit le cœur serré puis s'emporte dans les colonnes du Monde. Mon impression est catastrophique. Ce texte est plus mauvais que la Constitution de 1946 qui proposait implicitement le droit à l'indépendance dans son article 75. Il n'est question nulle part de droit à l'autodétermination. C'est un recul sans équivoque. Alors il s'accroche à son vieux rêve. Une confédération.
Deux États fédéraux africains, l'AOF et l'AEF, unis avec la France dans une alliance d'égaux. Le gouvernement l'ignore ou Fouette ne veut pas en entendre parler. Mais le général, lui, comprend que le vent tourne. Le 8 août, dans la grande salle du Palais Royal où délibère le CCC, De Gaulle apparaît. Sa voix grave tranche l'air. Les territoires pourront choisir librement à l'occasion du référendum. Si un territoire dit non, ce sera la sécession à ses risques et périls, l'indépendance à ses charges. C'est un coup de tonnerre. Senghor vacille. Il ne voulait pas de ce choix brutal de ce coup près. Le 14 août, replié dans sa maison normande, il prend la plume. À Pompidou, son vieil ami, il écrit sans détour « Georges, j'ai été battu. Je ne peux accepter le texte constitutionnel. Il faut voir le général et obtenir de lui qu'il y ait une ouverture vers l'indépendance, sans quoi je serai obligé de retourner au Sénégal et de faire campagne pour le non. » Le message passe, Pompidou parle et le général cède. Dans la version finale du projet, le mot autodétermination est ajouté. Alors De Gaulle s'élance. Il entame son périple africain et Senghor reste en Normandie, seul, tragiquement seul dans sa clairvoyance. Il regarde ses camarades courir à l'indépendance comme on court à une fête. Inconscient des pièges, sourd aux orages, et dans le silence feutré de son bureau normand, penché sur une carte de l'Afrique qu'il rêvait fédérer, il se dit que la plus terrible des solitudes, c'est celle de celui qui voit et que nul n'écoute.